Salut, c'est Olivier Cachin pour un nouvel épisode du Rewind, un épisode un peu spécial puisque on parle souvent de musique et de musique business. Il y a ceux qui sont sur le devant de la caméra et puis il y a ceux qui sont plus dans l'ombre mais dont l'importance est cruciale pour la réussite d'un projet. Et justement, en parlant d'homme de l'ombre, ou plutôt exactement d'homme de studio, on est aujourd'hui avec Gildas Lointier. Salut Gildas, comment ça va? Ça va très bien, merci Olivier, ça va super bien. Eh ben écoute, je te propose de te présenter. Oui. Comment on te présente? Tu es ingénieur du son? Alors, je suis ingénieur du son, donc j'ai commencé il y a déjà un certain temps, j'ai commencé en 87. J'étais un runner, donc je m'occupais de servir le café et de m'occuper du studio, des câbles, etc. Au fur et à mesure, je suis devenu assistant, puis après ingénieur. Donc j'ai eu la chance de travailler sur de nombreuses productions et éclectiques. Donc de la variété, de la musique un peu plus folk. Voilà, c'était un peu mes débuts en fait. Et en parallèle aussi, c'était l'époque aussi des débuts du hip-hop. Donc on avait aussi cet attrait-là. Et puis de la musique punk, voilà, c'était mon époque, à peu près, on a commencé à cette époque-là. Et ben cet éclectisme, on va en parler avec ton top 5, puisque aujourd'hui, c'est le Rewind pour Gildas, top 5, Rewind, c'est parti. Alors, on avait choisi quoi? Alors, on en a choisi 5. Je sais que ça a été très dur pour toi. C'est souvent le cas parce que 5 disques dans toute cette torrent de musique. Le premier, c'est un classique du rock, enfin du folk rock. C'est Harvest de Neil Young. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Voilà, c'est très bel album. Écoute, c'est sûr que j'ai choisi moi ces albums par rapport au son, donc à l'intérêt que j'ai pour le son, et puis par les chansons, l'œuvre de chaque disque. Neil Young, c'était mes parents qui écoutaient ça, et moi c'est mon enfance un petit peu, tu vois, c'est ma Madeleine de Proust que j'ai tout le temps avec moi, je l'écoute régulièrement depuis 40 ans. Et donc moi c'était fantastique au niveau son parce que ça a été enregistré aussi dans la grange de Neil Young. Et c'était assez incroyable qu'ils puissent faire ça à l'époque parce qu'il fallait autrement tout un tas d'énormes machineries. Et ils sont partis voilà, dans cette grange enregistrer un monstre du folk américain. Voilà, Old Man, Out of the Weekend, Alabama. Tu as un morceau préféré? Non, franchement, j'aime tout l'album. C'est des albums magiques. C'est que tu écoutes du début à la fin et il n'y en a pas un que tu as envie d'enlever. Il est très cohérent, quoi. Pourtant, on n'a pas l'impression d'un exploit technique. Ça a l'air simple. Ça l'est vraiment ou... Ah, je pense pas. Non, je pense pas que ça a été techniquement pas simple de mettre en place ce système d'enregistrement dans la grange. Et c'était une époque aussi c'était des enregistrements sur des magnétophones avec des bandes magnétiques et du matériel aussi à tube. Donc c'est pas simple d'avoir cette maintenance de partir comme ça n'importe où et mettre dans une grange un système pareil. Oui, c'est pas comme aujourd'hui où on peut enregistrer un album dans sa chambre, ou on voyage en avion, n'importe où presque. C'est comme a fait aussi Creedence, ils sont installés dans leur local de répète et ils ont amené du matériel pour s'enregistrer chez eux. C'est les premiers à avoir fait leur home studio en fait. Donc il ne faut pas s'y tromper, l'impression de simplicité découle du génie de Neil Young et de sa capacité à rendre évident ce qui ne l'est pas. Harvest, c'était donc ton premier choix. C'est mon premier choix, absolument. Donc, second choix, on continue ce Rewind avec toi, Gildas. Alors là, en fait, il est double. C'est un groupe historique, c'est Pink Floyd. Mais là, t'as pas pu choisir. Il y a à la fois Wish You Were Here et le Dark Side of the Moon. Voilà, bien sûr. Alors déjà, on peut parler des couvertures qui sont iconiques. Hypnosis, derrière tout ça, c'est un tableau qu'on peut mettre chez soi. En fait, rien que la pochette déjà. Ça raconte une histoire. Ouais. Exactement. Hypnosis, c'était donc, on rappelle, c'était un atelier de photos. Storm Thorgerson en était le patron, qui a fait des pochettes aussi bien pour Black Sabbath, Pink Floyd, beaucoup de groupes des années 70 et 80, Styx, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces deux albums? Moi, ce groupe, il est particulier pour moi. C'était un des premiers disques que j'ai écouté enfant, le Dark Side of the Moon. C'est mon père qui l'avait acheté. Donc c'était une révolution parce que c'était
une musique en continu, il y avait une histoire en fait dans tout ce disque, avec une musique à la fois électronique, des instruments acoustiques, des mélodies. C'était du rock progressif, c'était une nouvelle façon de faire de la musique. Et ça m'a vraiment subjugué. Et j'étais enfant. Et c'est un monument pour moi de qualité sonore également. C'était enregistré au studio Abbey Road, voilà, en 73 pour cet album. Et moi, j'ai celui-là en particulier que je préfère même au Dark Side. Il est encore plus réussi, je trouve, au niveau des compositions et de la production, voilà, des arrangements. Voilà, donc ça, c'est une référence absolue pour moi en termes sonores. Et l'enregistrement, c'était fait sur des bandes analogiques 16 pistes, sur les premières consoles qui n'étaient plus à tube. C'était des TG, la série TG chez EMI TG, donc à Abbey Road. Donc ça a un son particulier aussi. Et c'est merveilleux, voilà. Pour moi, c'est une référence absolue. Tu sais bien sûr qui Pink Floyd aurait souhaité voir ici, référence du titre? Alors pas du tout. Alors là, tu vois, je ne sais pas du tout. Eh bien, tu vois le morceau Shine on You, Crazy Diamond? Absolument, bien sûr. Shine You, Diamond, S-Y-D. D'accord, ok. C'est de Barrett. Bien sûr, évidemment. Qui, pour la petite histoire, en vrai, ouais. Pour la petite histoire, il aurait fait un séjour en studio. Pendant qu'il était en train d'enregistrer, il est venu comme une espèce de fantôme. Ouais. Personne ne l'a reconnu parce qu'il était déjà parti de très loin. Bien sûr, ouais. Mais voilà, lui, c'était le Pink Floyd première version. Mais il était déjà plus là depuis longtemps. C'est sûr, il n'était plus avec eux physiquement. Il était avec eux physiquement, mais pas... Ouais. Alors, mais il est magnifique ce livre de Nick Mason, il y a un merveilleux livre de Nick Mason que tu as dû lire là. Membre de Pink Floyd, éminent. Exactement, le batteur, entre autres. Voilà, donc c'est un groupe particulier pour moi, pour ma culture musicale aussi. Et puis alors niveau son, c'est vrai que pendant des années, ça a été le disque que faisaient écouter tous les vendeurs pour les Shanifi, parce que Monet, voilà, il y avait un mélange dans la production à la fois d'effets spéciaux, des bruitages qui mêlaient aussi aux instruments acoustiques, à la batterie. Voilà, c'était très aérien comme musique. La légende que j'aime bien, qui est sur cet album Dark Side of the Moon, c'est que si tu l'écoutes en même temps que Le Magicien d'Oz, le film avec Judy Garland, et ben c'est synchronisé. Si ça marche, je pense qu'on prenait beaucoup de substances à l'époque. C'est ça, exactement. En tout cas, c'était ton deuxième choix, Pink Floyd. Ouais. On passe à un troisième choix. Alors là, c'est un choix où tu es impliqué, c'est rien de le dire, puisque alors l'album, c'est un classique du hip-hop qui date d'il y a 25 ans, qui fête ses 25 ans, L'école du micro d'argent, qui est sorti aussi en version instrumentale. Mais tu vas nous expliquer aussi quel a été ton travail sur ce disque, sur pas le remake, mais la nouvelle exactement. Version. Donc cette réédition, elle est particulière, c'est parce que c'est effectivement les 25 ans de cet album de I.Am, le troisième album pour eux. Et donc on est reparti des bandes originales multipistes qu'on a numérisées. C'est un projet qui a commencé il y a 3-4 ans. Donc on a déjà retrouvé tous les multipistes. C'était pas simple parce que ils étaient à New York quand ils ont fait à cette époque-là. Donc il y a des bandes qui étaient restées dans les studios. Finalement, ils ont fermé les studios. Bon, et finalement, on a toutes les bandes multipistes qui n'étaient pas gagnées à la base. Et on a donc refait cette édition pour numériser donc, ce qu'on appelle en lossless, donc en qualité haute définition, et surtout pour recréer donc, cette nouvelle technologie des mixages au format Dolby Atmos. Donc chez Apple, ils appellent ça l'audio spatial. Et donc c'est la technologie Dolby Atmos, c'est de l'immersion en fait. Donc c'est un système d'écoute où en fait tu as des enceintes tout autour de toi, un caisson de basse et surtout cette nouvelle dimension qui est des écoutes au plafond. Ça te permet de créer une espèce de bulle et de placer les instruments tout autour de toi comme tu veux et les faire se déplacer. C'est comme des bubbles en fait. Et exactement, c'est des espèces d'objets que tu fais déplacer où tu veux. Donc c'était génial de retravailler cet album à ce nouveau format et de redécouvrir un peu toute la production qui avait été créée. Recréer, donc nous, chez Warner, c'est important, c'est de
garder l'esprit du mixage, de respecter le mastering. Oui, parce que c'est pas un remix, hein, que ça soit bien clair pour les gens, c'est pas genre DJ machin qui Non, qui c'est pas du tout l'idée de Warner du back catalogue, c'est pas de refaire un nouveau mix, c'est de respecter le mix qui a été créé à l'époque et dans ce nouveau format. Donc c'est un peu un défi pour nous qui travaillons au format Dolby Atmos, parce que déjà il faut refaire le son qui a été mixé sur des consoles en stéréo, retrouver donc la même console, les mêmes appareils qui ont été utilisés. Donc ça prend beaucoup de temps, on a mis 1 an à faire ce projet. Donc on a été à Guillaume Tell parce qu'ils sont allés là-bas, au studio Mega, etc. Donc, et avec les mêmes machines, les mêmes magnétos, voilà. Donc, et de recréer après tout mixage, les volumes. Et là, la nouveauté donc, de ce système Dolby Atmos, c'est qu'on va pouvoir mettre le sample qui était utilisé sur tel titre, on va le mettre sur cette enceinte et faire déplacer des instruments. Donc c'est une nouvelle lecture, en fait, je dirais, de l'œuvre. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de l'écouter ici dans ce studio que tu vas nous... Le studio Benzen, ouais, voilà. Exactement. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que quand commence le morceau L'école du micro d'argent, moi j'ai eu un flash parce que j'ai entendu des sons que j'avais pas entendus. Pourtant, ils y étaient. Oui. Donc comment est-ce que tu expliques Alors, cette en fait, c'est justement présence. Comme la stéréo, du coup, c'est difficile de faire rentrer tous les sons que tu as voulu mettre dans le disque. Donc, tu es obligé de faire des concessions dans les fréquences. Tu vas baisser un instrument en volume, mais aussi en fréquence, pour pas que ça bouffe la basse ou des choses comme ça. Là, avec cette nouvelle technologie, ça te permet vraiment, du coup, de mettre l'instrument qui te gêne, que tu entends mal, bah, du coup, tu vas le mettre sur une autre enceinte éventuellement. Et donc, tu vas redécouvrir l'album complètement parce que tu vas entendre tous les sons qui étaient finalement peut-être baissés ou des choses comme ça. Donc, c'est cette technologie qui permet ça, effectivement. Et on a refait donc des pressages vinyles, une nouvelle version de ce pressage à partir des bandes originales, aussi des master mix stéréo. Et on a fait un nouveau vinyle d'instru également, avec quelques inédits, aussi des titres inédits de l'album original. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston et je frappais un coup de pied dans la table tout volé, envelimé par la... Donc très belle édition vinyle et aussi parce que donc en Dolby Atmos, ça veut dire que c'est sur le faut l'écouter sur le lecteur Blu-ray. Alors c'est ça, il y a plusieurs solutions. Donc là c'est l'édition 25e, il y a 3 CD et il y a le format Blu-ray aussi également. Donc il faut un lecteur Blu-ray, une PS5 et alors évidemment le système d'enceinte qui va avec. Et là, on est vraiment lost in music, comme dirait Sister Sledge. Donc, voilà, ça c'était donc ton 3e choix, L'école du micro d'argent, également en version instrumentale. Tu as bossé sur les versions instrumentales aussi? Oui, tout à fait. J'ai tout numérisé, toutes les bandes, voilà, retrouvé tout. Voilà. Tout à fait. Et du coup, on redécouvre les samples qui parfois n'étaient pas évidents avec les voix par-dessus. Mais voilà. Je conseille l'écoute de l'instrumental pour travailler ou se détendre. C'est très bien aussi. Ça fait une. Ou travailler son flow aussi. Aussi, c'est une autre possibilité. 4e choix du Rewind de Gildas Lointier, ingénieur du son chez Benzen. Alors là, on est sur l'excellence non pas du reggae moderne, mais du reggae vraiment roots. Un gros album, c'est Exodus, Bob Marley and the Wailers. Magnifique album. Alors bon, tous les albums de Bob Marley ont un intérêt particulier. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là plutôt que, je sais pas moi, Catch a Fire? Alors écoute, pour moi, c'était dans leur carrière, ça a été un moment particulier dans leur vie. Et puis c'est surtout aussi, ils sont allés à Londres avec Chris Blackwell dans les studios Highland pour créer le mixage de cet album qui a été fait sur une console Helios, donc un son particulier qui est très chaleureux, que j'adore vraiment. Et donc j'adore cette musique, les syncopes, j'adore ces mélodies, il y a beaucoup d'air. Donc j'adore cet album, il me fait vraiment plaisir à écouter, encore maintenant je l'ai écouté des centaines de fois. Donc voilà, j'adore ce disque, il est vraiment merveilleux. Les studios Highland où ils ont enregistré aussi des tas d'autres artistes américains anglais qui ont aussi un très très beau son. Donc c'était particulier en tant qu'ingénieur d'écouter un peu le son des studios.
de Highland. Et puis les morceaux donc Hidden, Jamin, merveilleux, tout est magnifique. Et alors pour ceux qui écouteront cette version de luxe, il y a une deuxième rondelle où il y a quelques morceaux qui n'étaient pas sur l'album mais qui datent des mêmes sessions londoniennes, et notamment la fameuse Punky Reggae Party produite par Lee Perry, que tu connais. Exactement, voilà. Tout à fait. C'était l'union sacrée entre le reggae et le punk, puisque The Damned, The Jam, The Clash, Dr. Feelgood 2 sont name droppés par Bob et ses Wailers. Donc voilà, ça c'est C'était une époque merveilleuse à mon avis, pour moi, dans la musique que j'écoutais, que j'écoute. C'est particulièrement ça, c'était vraiment, vraiment super. Puis nous, avec on avait à cette époque-là, nous on avait un peu plus de 20 ans, donc c'était entre nos copains, on écoutait beaucoup de reggae et du punk, donc c'était notre musique favorite. Voilà. Album de 77, magnifique album, Bob Marley and the Wailers, Exodus. C'était le 4e choix du Rewind de Gildas Lointier. Le Rewind toujours avec Gildas, et on arrive à la 5e sélection de ton top 5, qui n'a pas été facile à finaliser, comme on le disait. Et là, alors là aussi c'est un album sur lequel tu as travaillé, qui a un peu plus de 20 ans, 10,000 Years Legend, c'était le 2e album de R, celui qui arrivait après le très acclamé Moon Safari, c'est ça. Et qui était assez différent quand même. Oui, dans la production effectivement, et dans la façon d'enregistrer aussi Alors moi j'ai travaillé sur la réédition du 10 000 Hz avec au format aussi également Dolby Atmos. Donc dans leur production aussi c'était un peu différent. Donc ils ont eu aussi un budget conséquent pour aller dans plusieurs studios à travers le monde. Ils sont allés aux États-Unis et ils sont allés notamment à Capitol Studio, où ils enregistraient des cordes, des cuivres, des vents, enfin pas mal d'orchestres classiques, on va dire. C'était l'âge d'or du music business. Ouais, c'est ça. C'est la fin de l'âge d'or du music business, effectivement. Et donc moi j'ai eu la chance de travailler avec mon camarade Bruce Keane, qui lui était ingénieur du son sur ce projet en 97. Donc ça m'a donné aussi plein d'indications pour faire ce mixage Dolby Atmos avec lui. Notamment, on a ressorti des prises d'orchestre qui n'avaient pas pu être utilisées en stéréo parce que c'était trop dur de les intégrer, tu vois. Il y avait trop d'instruments. Donc nous, en Atmos, on a pu les récupérer. C'était des vrais problèmes de riches de l'époque. Oui, parce que là, du coup, c'était pour eux, c'est ce qu'ils nous ont dit après l'écoute en Dolby Atmos, c'est que c'était l'aboutissement de leur idée d'être en immersion avec leur musique et dans leur arrangement aussi. Donc c'était fantastique d'avoir ces pistes supplémentaires. Et on a également des reverbs de Capitol, les Chambers Echo, qui sont utilisés depuis les années 50, qu'on a pu réintégrer en Atmos et les placer dans l'espace Atmos. Donc ce format tout autour de soi. Donc en plus, pour moi, ce groupe-là, R, c'est un peu... ça rejoint la lignée des Pink Floyd dans un côté progressif et de la musique électronique que j'apprécie ici énormément. Donc c'était miraculeux de retravailler ces bandes, c'était vraiment fantastique. Beaucoup de recherches sonores. Je crois d'ailleurs que c'était, il me semble me souvenir que c'était compliqué parce qu'il y avait un peu d'analogique, un peu de début digital, des bandes qui étaient abîmées peut-être, ou qui n'avaient pas... Voilà, exactement. Alors, ça a été... nous, on est reparti de zéro, donc on repart à chaque fois des bandes originales, mais il faut les remixer comme eux ont fait. Avec les mêmes appareils, avec les effets qui sont mis particulièrement. Donc c'était beaucoup de recherches et de souvenirs avec Bruce qui était avec moi. On a redessiné tout le trajet de tout cela. Mais bon, on a réussi à recréer le master et puis donc le groupe était vraiment ravi de cette version. Donc oui, parce que ça soit IAM ou R, à l'arrivée, c'est le groupe qui valide et qui dit ça va ou ça va pas. Bien entendu, justement, nous on travaille l'œuvre dans l'esprit qu'ils ont créé en stéréo, et après on leur demande est-ce que ça correspond à votre idée de ce que vous aviez fait en stéréo. Alors évidemment, on travaille avec eux, ils vont nous donner une indication. Avec IAM, c'était sur un titre, il fallait recentrer des voix par exemple.
parce que c'était trop écarté. C'est des petits détails, c'est un travail en commun qu'on fait avec les artistes. C'est absolument normal, c'est leur œuvre initiale. On arrive au bout de ce rewind, alors donc on a vu tes 5 choix, donc 2 sur lesquels tu as travaillé, le R, le IAM, il y avait aussi Starmania je crois. Alors Starmania c'est un projet pareil qu'on a fait avec les ayants droit, donc on a travaillé avec les ayants droit de Michel Berger. Donc c'est un classique de 77-78, avec des prises magnifiques qui avaient été faites au studio Gang par Jean-Pierre Jagnot, avec des fabuleux musiciens, donc c'est que tous les titres ça fait partie de la chanson, de la variété française que tout le monde connaît. Donc c'est une œuvre vraiment particulière. Alors, écoute, on a bientôt terminé. Juste un petit mot avant de finir. Est-ce que pour 2023 et consorts, qu'est-ce qu'on peut attendre comme ressortie Dolby Atmos? Est-ce que tu as déjà des albums en prévision? Je ne peux pas en parler beaucoup, mais dans la lignée de R, on va faire certainement d'autres projets avec eux. Et d'autres choses des années 70 aussi. Donc d'autres façons d'appréhender le mixage en Dolby Atmos. Ok. Suspense. En tout cas, restez branchés, vous en saurez plus sur le Rewind. C'est la fin de ce Rewind. Merci à Gilles Daslointier. Merci à vous. Merci au studio Benzen. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Rewind. D'ici là, n'oubliez pas de liker la page et de vous abonner. À très bientôt. Ciao. Merci Olivier.